Bienvenue à Derrière la voix, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du métier de la voix off. Je suis Catherine Poirier-Roy, voix off professionnelle, et je co-anime ce podcast avec Gérald Thibault, technicien de son professionnel. Ensemble, nous rencontrons celles et ceux qui vivent de leur voix. On parle du terrain, des choix, des défis et de ce qui fait la différence pour réussir dans ce métier. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez déjà bien dans le podcast, mais que vous connaissez peut-être un peu moins personnellement. Le co-animateur de Derrière la voix, Gérald Thibault, technicien de son professionnel. Dans cet épisode, on va prendre le temps de découvrir son parcours et son regard sur le métier. On va aussi lui demander quelques conseils techniques de base pour mieux se retrouver dans cet univers parfois très technique. Bonjour Gérald, ça va bien? Très bien, merci. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui avec nous pour permettre à nos auditeurs de te connaître puis de connaître un petit peu ton parcours. Fait que je vais commencer par te demander tout d'abord, comment tout a commencé pour toi? Je te dirais que c'est ça, j'étais attiré par un de mes cousins qui était dans l'électronique, qui étudiait pour devenir réparateur d'appareils de TV et de systèmes de son. Et puis, ça m'avait attiré. Fait que j'ai suivi des cours au secondaire d'appareils, de réparateurs d'électronique domestique. Puis ensuite, vers les fins des années 80, j'ai fait des cours, j'ai fait un cours au cégep, des cours de soir, des cours personnalisés en électronique, système d'alarme, d'installation et de robotique même. Ça débutait dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais disons que je travaillais beaucoup. Tu sais, le métier que je faisais, c'était pêcheur dans ce temps-là. Je vivais des filets à morue, là. Fait que c'était loin de ça. C'était pour gagner, pour que mes parents puissent manger. Là, je travaillais là-dedans. Mais entre ces années-là, j'ai étudié pareil. Tu sais, c'était mon rêve. C'était ta passion. J'étais pas riche, mais j'allais quand je pouvais, où je pouvais aller, selon mes moyens. Puis à la fin des années 80, je me suis installé à Québec. J'ai commencé à installer des systèmes d'alarme pour une compagnie d'incendie, d'équipement. J'inspectais des systèmes d'alarme, des systèmes d'incendie pour les friteuses. OK. Et ensuite, j'ai fait ça pendant 1 an. Ensuite, je suis devenu vendeur de pièces électroniques chez Electromike à Québec, sur le boulevard Charest. Ouais. C'est là que tout a débuté vraiment, que j'ai pu développer ma passion avec des passionnés d'électronique. Mon gourou qui m'a tout enseigné, c'était Rénal Germain. Et le gars, il vendait des tubes pour des TV à lampe dans le temps. OK. Fait que, tu sais, il avait tout vu, lui. Il a vu tout le début de l'électronique des années 50, 60, jusqu'à ce que je l'ai connu. Il m'a vraiment enseigné tout ce qui a rapport au audio. Ensuite, l'informatique est apparue dans les années 90. J'ai vu même, tu sais, dans le temps, là, on faisait les factures à la main. Oh oui. T'envoyais les commandes par téléphone. Puis là, j'ai vu l'apparition du fax. J'ai vu l'apparition de l'informatique qui s'est incrustée dans le commerce. L'informatique a commencé à prendre de la place dans le commerce. L'électronique s'en allait tranquillement. Non, j'ai vu vraiment l'évolution du son dans toute sa splendeur. J'ai croisé même tous les techniciens de la province de Québec qui venaient chercher des pièces. Puis tu sais, le monde racontait leurs problèmes tout le temps. C'était juste des problèmes, mais c'est tellement passionnant de pouvoir régler des problèmes ou d'entendre comment ils pouvaient régler un problème. Fait que ça me fascinait d'aller travailler là pour ça, là. C'était beaucoup de travail, là, parce que c'était une effervescence énorme, parce que les vidéocassettes étaient sorties bêta. Après ça, tu as eu le VHS qui est sorti. Les réparateurs réparaient tout ça, là. Les cassettes poignées des machines, j'ai rien que j'ai pas entendu, là. Puis après ça, t'as eu les antennes satellites qui est arrivé. Non, je te dirais que j'ai vu toute l'évolution. J'ai travaillé là jusqu'en 2004. Ensuite, j'ai bifurqué dans un métier pour pouvoir gagner ma vie vraiment, pour nourrir mes enfants. Comme chauffeur d'autobus au réseau de transport de la capitale pendant 20 ans. OK. Puis durant cette période-là, tu sais bien que je jouais de l'instrument, je pensais toujours à l'électronique dans ma tête, tu sais, tout ce que je faisais, tout ce que j'installais, tout ce que je produisais, ça avait rapport à l'électronique, c'était ma passion. Jusqu'à temps que je tombe malade en 2011, j'ai été opéré. Puis j'ai été opéré près des cordes vocales. Ça m'a fait réaliser que la voix était importante dans la vie. Ben oui.
Puis ça a été comme une bifurcation vraiment où ce que j'ai recommencé à jouer de la musique, à m'enregistrer sur des interfaces audio où il y avait un petit peu de reverb, de délai. Tu sais, je pouvais jouer là, tu sais, vraiment sur les effets puis tout. Mm-hmm. Puis c'était ma passion à côté du travail que je faisais comme à côté là. J'arrivais chez nous, ben je pouvais passer des soirées, des nuits là-dessus. Puis c'est là que j'ai débuté mon studio en tant que tel en 2014, vraiment où j'étais intensif dans ce que je faisais. J'ai comme bifurqué parce que je m'enregistrais pour le plaisir de m'écouter puis d'écouter les autres. Puis à un moment donné, j'ai bifurqué dans le traitement personnalisé des voix et des instruments. OK. Fait que tu dirais que ce qui t'a accroché le plus vraiment dans le son, c'était la musique ou la voix ou vraiment le côté technique, là, comme tu dis, Ben, j'ai bifurqué vers la technique parce que je trouvais que la voix, ça donnait comme... ça donnait l'intention de ce que tu voulais transmettre comme message. Mm-hmm. C'était chacun avait sa personnalité dans sa voix. Il n'y a pas une voix pareille, tu sais. Tandis qu'un instrument, tu vas l'enregistrer, c'est une guitare. Mm-hmm. Mais les voix, c'est tellement variable. C'est tellement, comment dire, passionnant dans tous les styles de musique ou dans tous les styles de ce que tu fais. C'est vraiment transmettre l'émotion dans la voix qui m'a vraiment attiré. Mm-hmm. Puis plus ça allait, je m'orientais toujours vers ça. Tu sais, Okay. J'avais beau faire de l'instrument, je m'orientais vers la voix. Jusqu'à temps que je rencontre Yvan Miotte de l'Académie Voix Off Home Studio. C'était vraiment ça ce que je voulais dans ma vie, c'est de vraiment développer ma voix. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que c'est devenu ton métier principalement, là. Depuis 1 an et demi, ouais. Ouais. Parce qu'avant ça, je me concentrais un petit peu sur la musique, surtout les groupes. OK. Puis là, j'ai décidé que je vais me spécialiser juste dans la voix parce que je m'aperçois que je suis bien équipé dans mon studio pour vraiment... Tu sais, j'ai des musiciens qui m'envoient, mettons, leur voix, puis moi, je m'occupe de... Tu sais, avec des traitements, d'ajouter les notes, les fausses notes, tu comprends? Oui. Puis d'ajouter le volume, puis de mettre pour que ça sorte vraiment en professionnel. Parce que, tu sais, une voix, là, ça se fait pas tout en studio, en fin de compte. Ça se fait beaucoup à l'enregistrement. Oui, tout à fait. Dis-moi, Gérald, quand tu écoutes une voix off enregistrée à la maison pour la première fois, c'est quoi les premières choses que ton oreille analyse? La première chose que je vérifie, c'est l'environnement où ce qui enregistre. Je l'entends. J'entends l'environnement, s'il y a des réverbérations, des bruits de fond, s'il est enregistré à la bonne distance avec son micro. Ça, t'entends tout ça direct dès le début. Ah, je le vois tout de suite. Tu sais, ça peut être un bruit de box comme ça. Tu sais, ça peut être t'es trop enregistré trop loin. Il y a des résonances dans la pièce. Je peux savoir exactement où est-ce que t'es placé dans ta pièce. Puis je te dis, ouais, t'es installé là, hein. Là, j'entends, mettons, le ventilateur du voisin en haut. T'as ce point-là, tu sais, parce que j'ai l'oreille développée des petites affaires des fois que, à force d'en écouter, on va dire, là, que je sais c'est ça, là, tu sais. Parce que les micros, c'est très sensible. Surtout un micro-condenseur, là, ça capte tout. T'as pas besoin d'avoir un micro de 1000$ ou de 100$, ça fait toute la même affaire, ça capte tout. Ouais. Si ta pièce est pas bien traitée, ben, tu pars difficilement avec des moins, là, tu sais, ça t'aide pas, là. C'est ça. C'est comme on disait avec Rosalie, ça capte tout dans la voix, mais ça capte aussi tout dans la pièce. Tu peux t'entendre postiller, t'entends les silences, t'entends tout. Ah, gars, tout. Oui. C'est pas juste, tu sais, c'est comme Rosalie Julien qui fait du coaching d'interprétation. Tu sais, faut interpréter bien comme faut, mais si tu interprètes dans une pièce qui est maltraitée, ben, ça marche pas, là. Tu nous dis souvent, justement, que le problème, c'est rarement le micro, c'est souvent la pièce, l'environnement dans lequel tu enregistres. Oui. Tu peux avoir un micro à 100$, dynamique, puis ça va super bien tourner. Si ta pièce est bien traitée, tu sais, ici, j'ai un micro à 50$ devant moi, là. Alors qu'au contraire, tu pourrais aussi avoir un micro à 1000$. Si t'as pas une pièce adéquatement traitée, c'est la catastrophe. Tu te tires dans le pied totalement. C'est ça. Oui. Je te dirais qu'à 80%, là, de ton enregistrement, c'est la pièce. Le 20%, c'est la façon que tu t'installes.
puis avoir le bon micro qui est adapté à ta voix. La bonne technique, en fin de compte, une installation permanente, où ce que c'est comme ça que tu vas t'enregistrer, puis c'est comme ça que ma voix sort bien. Puis tu sais, souvent j'ai vu des erreurs tellement minimes, c'est des petits détails qui font une différence des fois dans tout. Ouais. Fait que le minimum viable, admettons, là, pour quelqu'un qui veut commencer la voix off sérieusement à la maison, c'est quoi, selon toi, les bases essentielles pour avoir un son crédible? Ben, je te dirais un ordinateur qui est, comment dire, tu sais, un ordinateur avec quand même un fonctionnement minimum pour l'audio, OK? Un micro à 100 à 200 piastres, ça fait la job, là. Mais tu sais, un micro, tu sais, le monde, ils disent, il faut que je m'arrête un micro d'une grosse marque, tout ça. Non. C'est un micro qui a une bonne réputation, surtout. Tu sais, comme le Rode NT1 à 200 $, ça fait un job professionnel bien comme faut à la maison. Comme tu as des micros Audio-Technica, c'est qui fait très bien la job. Puis tu sais, un condenseur, c'est que ça capte beaucoup de son, ça capte beaucoup ta chaleur de ta voix. Un micro dynamique, lui, il va capter plus serré, on va dire. Il empêche le bruit extérieur de rentrer dans ton micro. Il est un petit peu moins chaleur, mais il est efficace dans des endroits difficiles d'enregistrement. Où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup d'écho, tu sais. Puis tu sais, c'est pas d'avoir une pièce hyper traitée, là, avec des coussins à grandeur, puis tout bien placardé, là, tu sais. Des fois, c'est un équilibre qui est important. Parce que même avec une pièce au moindrement bien un peu insonorisée, on peut faire de quoi avec. C'est d'empêcher les premières réflexions d'en revenir dans le micro, en fin de compte, tu sais. OK. Fait que souvent, on isole les côtés, l'arrière, où ce que le micro capte ta voix, là, tu sais, pour pas que ça revienne, puis que ça cancelle des fréquences, puis que c'est là que t'as un son comme boueux, tu sais, tu perds des fréquences, tu perds des sonorités de ta voix qui est importante. Parce que moi, ma job, c'est que si ton enregistrement est de bonne qualité, ben moi, je peux prendre les fréquences qui sonnent bien, puis les augmenter pour vraiment faire ressortir ta voix encore mieux. Parce que souvent, c'est pas ta voix le problème, c'est pas le micro. C'est vraiment où ce que tu enregistres qui est le problème. Ouais, justement, tu me parlais de quand je reçois un enregistrement, moi, ma job, c'est de le rendre encore mieux, tu sais, de faire ressortir les forces, si on veut. Fait que quand tu fais une égalisation ou une masterisation sur une voix, c'est qu'est-ce que tu cherches réellement à faire? C'est quoi l'objectif? Ben, la première chose que je fais, j'écoute. J'écoute vraiment. Je fais de l'écoute intensive. Puis je note les défauts que je dois aller vérifier. Je fais surtout d'égalisation de correction au départ. Tu sais, des fois, j'ai des corrections de bruit de fond aussi à faire, tu sais. Ouais. Parce que des fois, l'enregistrement est pas parfait. Ensuite, je vérifie l'intensité de la voix. Des fois, il y a beaucoup de changements de volume de voix, tu sais. La voix elle change d'intensité. C'est normal, ça. C'est normal parce que des fois, faut que tu exprimes des émotions, puis les émotions, c'est comme des vagues là, tu sais, qui viennent puis qui repart, là, tu sais. Fait que tu sens ta voix changer de ton, pis tout ça. Fait que là, on rajoute une compression. Habituellement, il y a souvent 2 compresseurs, tu sais. Un compresseur pour atténuer les pics, puis un deuxième pour rendre les mots plus lisibles, on va dire, façon de parler à l'oreille, là. Puis enlever le sibilance. Mettre un DSR pour enlever les cités. Trop fort. C'est tous des traitements c'est étape par étape, je te dirais. Puis moi, je fais une écoute une journée. Puis je peux faire une écoute le lendemain. Tu sais, je laisse mon oreille se reposer parce que l'oreille, c'est trompeur, hein. Tu peux écouter pendant 1 heure, puis ensuite, lui, il triche, là. Il s'ajuste, le petit maudit. Oui. Là, il te fait écouter d'autres choses que ce qui est vraiment écouté. Ou t'entends plus tout. Exact. Tout. Comme tu peux dire, c'est donc bien de la boîte que j'ai faite. Va l'écouter le lendemain. Tu vas dire, voyons, c'est correct, ça. Ben, des fois, l'oreille, là, je te le dis, il se fatigue vite. Fait que l'important, c'est, si tu fais des enregistrements pendant, mettons, une demi-heure, va te reposer 15 minutes. Enlève les écouteurs. Enlève les écouteurs. Puis quand tu t'enregistres, enlève les écouteurs parce que tu fatigues tes oreilles pour rien. Ouais. T'as pas besoin de t'écouter quand tu t'enregistres. Tu peux t'écouter ce que tu viens d'enregistrer. Moi, j'y mets tout le temps parce que je peux fermer le volume ici, là. Mais quand je m'enregistre, je m'écoute pas.
parce que je fatigue mes oreilles pour rien, puis ça me déconcentre dans mon transfert d'émotions dans l'enregistrement. Mm-hmm. Fait que c'est tous des petits détails que je parle souvent en coaching technique, justement, avec mes clients. C'est que écoutez-vous pas quand vous enregistrez. Transmettez vos émotions, là, comme vous le ressentez vraiment, là. Puis écoutez-vous pas. Ça fait toute une différence. Puis le monde dit, c'est vrai. Ils pensent pas à ça, tu sais. Tu sais, le monde, il enregistre avec des écouteurs, puis c'est parce qu'ils veulent entendre le musicien pour jouer au bon moment, tu sais. Ouais. Mais quand tu parles pour un message de voix off, ben non, là, t'as une émotion à émettre. Peu importe le temps où ce que tu le fais, il y a juste toi qui le sais, c'est pas tes écouteurs qui vont te le dire. Ouais. C'est très important. Vraiment, là, parce que souvent, tu t'écoutes, là, puis là, tu te breaks. Ouais. Tu te mets des pauses qu'il faut pas. Puis tu sais, dans la vie, là, faut t'apprendre à faire des erreurs. Si tu fais pas d'erreurs, t'apprends rien. Ouais. Oublie ça. Ah ouais. Si tu cherches à avoir de la perfection en voix off ou dans n'importe quoi, t'apprendras jamais rien parce que tu veux être parfait, puis ça sera jamais à ton goût. Puis ça l'est jamais pour moi à mon goût. Jamais. Je peux passer des jours et des jours. À un moment donné, il faut que je mette un break. C'est assez, là. T'as fait ton possible. Tu vas l'écouter les semaines d'après et dire, oh, c'est pas si pire que ça. C'est bon, ça? Ben oui. Faut pas être trop dur avec soi-même. Faut juste accepter nos erreurs, accepter tel qu'on est. Mm-hmm. Tu sais, c'est... Pis si t'aimes pas la publicité que t'as faite il y a un mois en voix off, c'est normal, c'est correct. Je connais pas personne qui aime ça s'écouter tout le temps, là, tu sais. C'est vrai pareil. Mm-hmm. Mais non, faut pas s'empêcher d'enregistrer parce qu'on n'aime pas ce qu'on est ou ce qu'on fait. Faut le faire, c'est tout. Tu jettes ce qui fait pas ton affaire, puis à un moment donné, tu cherches à t'améliorer un pas à la fois. Ça devient comme naturel d'enregistrer. Ouais. Tu sais, prends comme toi, Catherine, quand t'as commencé, t'avais-tu déjà enregistré avant? Ben non. Ben, quand j'étais petite, là, pour le fun, là, pour... mais non. Mais vraiment comme professionnel, comme tu fais, là. Ben non. C'est aujourd'hui, gars, où ce que t'en es rendu, c'est comme naturel. Sans t'apercevoir, ça fait partie de ta vie maintenant. Tu as fait des essais-erreurs, puis à un moment donné, tu trouves ça me plaît. C'est sûr qu'à un moment donné, il a fallu que je laisse tomber le perfectionniste parce que on n'avance pas. Sinon, on avance pas. On est encore perfectionniste, sauf que... Oui, on l'est, mais il faut essayer de s'en départir parce que sinon, on n'avance jamais. Pour avancer, tu le fais, puis tu le peaufines après, tu sais. Moi, les meilleurs moments où j'ai eu de l'inspiration, c'est niaiseux, c'est que je me lève en pleine nuit, puis j'ai une inspiration, puis je le fais là. Ah ouais? Ben, ça m'est déjà arrivé, moi, en pleine nuit, là, puis une inspiration, puis là, j'irai dormir après, et là, j'ai une inspiration, je trippe. Hey, je le vis, c'est tout. Je l'inscris pas, tu sais, je mets pas dans l'agenda, je fais ça à telle heure, telle heure, telle heure. Non. Je le ressens, puis nombre de fois, j'ai entendu du monde dire qu'ils ont de l'inspiration. Tu sais, j'ai travaillé une nuit puis de soir, puis tu sais, des horaires bizarres, un peu atypiques, fait que ça me dérangeait pas, tu sais. Mais des fois, je suis dur à suivre parce que là, on me dit, t'es pas couché encore, tu sais. Ben non, je fais de quoi qui me passionne. Ben non. Moi, je suis en France, fait que j'ai pas du tout les mêmes horaires que toi. Puis des fois, je t'écris le jour, puis je fais le calcul dans ma tête, puis je me dis, là, il est en train de me répondre, lui, puis il est 2-3 heures du matin. Sais-tu quoi? J'étais en train de faire un traitement personnalisé d'une voix de quelqu'un dans ma tête. Je me réveille des fois à 2-3 heures du matin, puis non. Là, je viens de trouver ce que je dois faire. Puis il faut que je le fasse là, sans ça, je vais l'oublier. Aïe. Puis non, je m'en viens dans mon studio, puis là, je fais ça. Puis je peux aller me recoucher, tu sais, puis je m'en relève. Mais non, je suis passionné. Oui, puis je me compte chanceux d'avoir une passion dans ma vie. Puis je le conseille à tous ceux que j'ai connus, que j'ai côtoyés au travail. J'ai dit, gars, ils sont malheureux, mais je dis, t'as-tu une passion dans ta vie? Ça peut être n'importe quoi. Les boutons à 4 trous, collectionner des bouteilles, n'importe quoi. Puis là, je les allume. Souvent, j'allume une petite lumière en la personne, puis ils sont contents que je lui dise. Parce que moi, j'ai passé par là. J'ai frappé un mur, mais je me dis, il n'y a plus rien d'important dans ma vie. Je me suis aperçu qu'en revenant à la passion que j'avais quand j'étais jeune, c'était ça le bonheur. Mm-hmm. Puis on le savait pas quand on était jeune, on vivait, c'est tout, là. Puis
C'est ça, j'en ai plusieurs qui font leur passion maintenant, puis ils vont à fond. Au lieu de se poser la question, ils attendent que le bonheur leur vienne tout cuit dans le bec. Non. C'est pas avec les autres autour que tu vas être heureux. Ta famille, c'est important, mais d'avoir une passion, là, tu peux vivre longtemps avec ça. Puis tu sais, je parlais justement à un chanteur dernièrement, là, qui c'était un de mes confrères de travail. Puis tu sais, puis il se posait la question, comment je fais pour m'enregistrer à la maison chez moi? Ben, t'as juste à me parler à moi, je vais tout t'aider à tout t'installer. Tu perdras pas de temps. Tu sais, passer 1 heure avec moi en coaching technique, là, ça te fait avancer de plusieurs semaines de problèmes. Puis nombre de fois que quand j'ai eu un coaching technique avec des clients, ils repartent avec le sourire. Moi, je suis heureux, là. Je suis heureux parce parce qu'on a des résultats concrets aussi. Oui, puis tu sais, on va dire, c'est une façon de parler, c'est comme une drogue, là, tu sais, chez Electromike, les clients me revenaient me voir parce qu'ils savaient que je les écoutais dans leurs problèmes. Puis je faisais mon possible pour régler le problème. Puis ça reste, hein? Ben oui. C'est ça reste, la base du service à la clientèle, j'adore ce que je fais en ce moment, là. Puis je pense que la voix off, ça part tout de là parce que ça part de toi-même. C'est de transmettre des émotions. Tu sais, ma grand-mère, c'est une Acadienne, hein, elle était musicienne, puis elle jouait de l'orgue à Edmundston, tu sais, à 17-18 ans. Puis elle s'est mariée, puis elle a abandonné tout ça pour fonder famille. Mais elle jouait toujours de l'accordéon, de la bombarde, elle chantait tout le temps, elle fredonnait tout le temps, puis elle m'a donné le premier instrument de musique que j'ai joué, c'était un harmonica. J'allais jouer sur le bord de la track, tu sais. Ça, c'est un souvenir. C'est elle qui m'a donné la piqûre de la musique, on va dire. Puis, ma grand-mère Garon, c'est ça. C'était une femme admirable. Vraiment, là, c'était la seule que j'avais l'impression qu'il me comprenait. Comment je me sentais. Je me sentais, c'est ça, je me sentais avec des émotions de musique, là. Puis la musique, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça qui m'a... Puis la voix, ben, ça a comme exprimé ce que je ressentais. Puis je trouve que c'est un bel instrument. Vraiment, là. On est choyé de... Puis tu vas rire que je vais te conter une histoire, c'est que moi, j'ai fait affaire aussi avec des muets, des personnes muets. OK. Moi, ça me fascinait de les voir aller. Ils parlaient avec des signes, tu sais. Ouais. Puis tu vas rire, j'essayais de communiquer avec les autres. Puis ils étaient tellement contents que je communique avec les autres, même si je savais pas les signes tout, mais ils parlaient avec la bouche un peu, puis en même temps, ils faisaient des signes. Puis je réussissais à me faire comprendre, puis je réussissais à comprendre des bouts. Je me dis, les autres, ils n'ont pas de voix, mais ils ont créé une voix autrement, tu sais, pour transmettre leurs émotions. Mais encore, tu sais, c'était plus expressif, c'était très expressif, leur visage, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est les expressions, Et souvent, on a une voix, mais on s'en sert pas avec nos expressions. Que si tu veux faire des expressions avec ta voix, puis juste me parler de quoi de cute que j'ai vécu dernièrement, j'ai vu mon petit-fils de 14 mois, tu sais. Ma fille, il a montré un signe de personne sourde. Fait quand il veut quelque chose, il me fait ça comme ça. Ouais. J'ai trouvé ça tellement cute, là. J'ai dit, tabarouette, ça se peut-tu? Le langage des signes pour les petits. Le langage des signes. Puis c'est pour ça que je te dis que la voix, on peut se compter chanceux d'avoir une voix pour transmettre ce qu'on ressent. C'est pour ça que ceux qui s'enregistrent une voix off pour faire quoi que ce soit comme projet, allez-y, foncez. Tu sais, jugez-vous pas. Utilisez votre voix, en fin de compte. Tu sais. Parce que si tu parles pas, ben, ça va rester toujours en dedans de toi. Puis quand tu t'exprimes, on dirait que ça fait un bien-être tellement, comment dire, c'est un bien-être de parler, hein. Ben, c'est des émotions. Puis tu sais, quand t'as la chance de faire des publicités, puis tu fais des émotions, puis tu te réécoutes après, c'est oh, wow, ça j'aime ça, là, tu sais. Ouais. Ça te met un sourire dans le visage, tu sais, c'est... Puis qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est d'entendre un enfant parler. Sans filtre, naturel. Un adulte, souvent, il se met tellement de barrières que s'il pourrait rester ouvert comme un enfant peut l'être, ça sort naturel, ben c'est unique. C'est vrai, ça, qu'on se met des barrières, puis, tu sais, c'est comme les barrières de langue. Tu sais, moi, j'ai de la famille italienne qui parle pas français-anglais. Puis, fait que, tu sais, moi, je parle français, anglais, espagnol, mais je peux pas plus leur parler. Puis,
on n'a jamais de misère à se comprendre. On va en vacances ensemble, on n'a jamais de misère à se comprendre. On se comprend, puis c'est là qu'on réalise qu'on est capable de communiquer au-delà des mots. Oui. Justement, avec notre voix, nos signes, nos intonations, puis on arrive à communiquer, là. Ce qui est important, c'est quand tu t'enregistres, t'es tout seul, hein, souvent. Hein? Fait que, Ouais. Mais fais donc comme s'il y avait quelqu'un devant toi, puis de vraiment d'avoir les expressions avec les yeux, la face, le corps au complet. Tu incorpores tout dans ce que tu dis. Ouais. C'est le meilleur exemple, c'est justement ma famille italienne, parce que si tu dis, si je m'en vais les voir puis que je leur lis mon texte en français, que je leur dis, bonjour, vous voulez manger quoi ce soir? Est-ce que vous voulez manger des pâtes ou de la pizza, ou est-ce que vous voulez partir à 8h? Ou ils vont rien comprendre. Non, ils vont te regarder à bouche ouverte, ils vont dire, ils vont rien comprendre. Ben c'est exactement ça, c'est le meilleur exemple, parce que si tu fais ça dans ton studio, qu'est-ce que tu transmets exactement? Non, pas vraiment, non. Mais si t'as de l'air fâché ou heureuse, ils vont dire, elle est heureuse. Mais on n'a pas compris tout, mais au moins on sait qu'elle est heureuse, tu sais. Tu sais, dans son ton. Ouais, mais bon, non, ils vont tout comprendre. Ouais. Elle est fâchée ben noire, tu sais. Avec les gestes, avec les intonations, on pointe des choses, on fait des signes, tu sais. Quand j'étais jeune, là, avec mes cousins, là, on écoutait de la radio, de la musique, là, puis mon fun, c'était de faire du lip-sync, OK? Oui. Puis tout le monde riait parce que des fois, on sortait une voix, tu sais, on essayait d'imiter la voix, des choses dans le même. Tu sais, tu vois que t'as comme une tendance à aimer ça, faire ça, tu sais. Puis tu le sais pas à ce moment-là que c'est ça que tu vas aimer plus tard. C'est niaiseux, hein? Ouais. Moi, j'ai plein d'exemples que je me renote. Tabarouette, j'aimais ça dans ce temps-là. Ben oui. Moi aussi, je jouais à doubler des choses en inventant à mesure. Ouais. Autre chose, j'écoutais des émissions sur Mute, là. Moi, j'écoutais toutes les publicités. C'était juste ça que j'écoutais à la TV. J'adorais ça. Moi, j'étais fasciné par la publicité, par les voix, puis la façon qu'ils faisaient ça. Il y en a des publicités qui étaient pas terribles. Il y en a d'autres que, tu sais, t'en remarquais tous les petits détails, là, tu sais, puis le son, la façon qu'ils disaient les choses. Fait que c'est pour ça que quand j'ai tombé avec l'Académie Voix Off, Home Studio de Yves Amiotte, il m'a comme, tu sais, j'étais le premier à m'inscrire, tu sais. Je me suis pas posé la question, je me suis dit, wow, c'est ça que ça me prend. Il me manquait juste cette corde-là. Tu comprends? Moi, j'étais bon au point de vue technique, mais au point de vue interprétation de ma voix, avec Yves Amiotte puis Rosalie Julien, ben là, ça m'a apporté une ouverture que je comprends plus des choses. Comment dire, même dans le mixage de mes voix, je comprends plusieurs affaires que je comprenais pas avant. C'est plus profond qu'on pense, une voix off. C'est clair. Chez Electromike, ça a été un point important aussi. D'avoir j'avais peur de perdre mes cordes vocales en 2011, après mon opération. Ça a été un autre point important. C'est là que j'ai commencé recommencer à faire de la musique un peu plus intensif, puis le studio. Ta fascination pour la voix. Ah, ça a venu vraiment à force d'en faire. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de problèmes. Le monde manque de confiance beaucoup avec leur voix parce qu'ils sont pas assez bien traités, ou des problèmes de trop chanter trop fort. Mm-hmm. Tu sais, l'importance du placement du micro. Mm-hmm. Tous les coachings que je fais, là, il y a un problème d'ajustement de micro et d'installation. D'utilisation du logiciel, ça c'est important. Oui. Tu sais, de faciliter les choses au monde. Le monde n'aime pas ces affaires compliquées, hein. Puis aujourd'hui, on a toute la technologie pour pouvoir faire ce qu'on veut maintenant à la maison. Mm-hmm. Surtout depuis le COVID, là. Ça l'a fait bouger beaucoup de choses. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je trouve que ça libère un peu plus la créativité du monde, au lieu d'être enfermé dans un studio de TV où que tout est contrôlé, puis tout est... Tu comprends? T'as la liberté de faire ce que tu veux. Ben oui. T'as un projet, fais-le. Puis tu peux créer ton propre projet, ton propre travail, tes propres clients, tu peux les créer. C'est pas mal ça, ouais. Ouais. Moi, il y a une place où j'aurais aimé renchérir puis on l'a pas fait. Quand tu parlais du Electromike, tu disais moi j'adore ça à aider les gens arrivent avec des problèmes. Ah ouais. Puis ça me fascine puis j'aime ça.
Mais j'ai tellement trouvé ça beau parce que n'importe qui, tu sais, peut trouver ça lourd. C'est difficile, le service à la clientèle, puis Oui. ça peut vite devenir lourd d'entendre les problèmes des gens. Surtout d'une personne timide comme moi, je peux te dire en affaire. Puis des gens qui ont des gens qui arrivent avec des problèmes, c'est pas toujours des gens qui vont arriver dans le bon état d'esprit puis de bonne humeur. Puis des problèmes, c'était tout différent. Tu sais, tu t'ennuyais pas là parce que souvent c'était répétitif là, les mêmes affaires, mais t'avais quelqu'un qui t'arrivait, un personnage, là, il t'arrivait avec un problème là, tout le monde était captivé. Puis toi, ça te passionnait d'essayer de régler son problème. Oui. Je trouve ça cool, je trouve ça tellement... Il y avait pas juste le problème. Des fois, le monde te racontait leur vie. Ouais. Puis tu te dis, pour arriver à ce problème-là, il a fallu qu'il se passe de quoi en arrière de ça, souvent. Mais des problèmes électroniques, des fois, ça peut être frustrant, là. Oui, ça peut être facilement frustrant, mais des fois c'est parce qu'on prend pas le temps. T'sais, on voudrait que ça se règle de même, mais... On manque de patience. C'est ça. Tout le monde est le même. Mais la patience, ça se développe petit peu par petit peu. Pas juste dire, je suis pas patient, je suis pas là. Non. Prends le temps, respire, là. Pas grave, là. Ça va aller à demain si ça se règle pas. Tu sais, mon père était pas patient. Puis je l'étais pas plus, moi non plus. Mais je l'ai développé. C'est ça se développe. Mon côté constructif d'essayer de comprendre les affaires, ça vient de mon frère. Il savait pas lire puis écrire parce qu'il était malade, problème cardiaque quand il était jeune, mais à 11 ans, il prenait une moto qui avait été donnée, puis il a tout démonté à moto dans sa chambre, puis il l'a tout remonté au complet, puis a marché après. Mais lui, il avait jamais appris rien, là. Il apprenait tout sur le tas, il avait une patience pour démonter puis remonter des affaires. Je l'admirais pour ça, puis j'ai appris beaucoup par lui. Puis c'est ça, tu vois que ça vient de petites choses des fois, la patience, tu l'apprends de patience à d'autres. Avec Rénal Germain chez Electromike, calme, prenait le temps de faire ce qu'il a à faire, mais il trouvait toujours une réponse à tout. Quand je comprenais pas, je me revirais comme Rénal. Rénal me disait non, c'est même que ça se passe. OK. Puis c'est même que ça se passait. Fait que là, t'apprends beaucoup de ceux qui ont l'expérience. C'est pas juste de ta patience, tu sais. Comme un studio professionnel, j'ai appris beaucoup. J'ai eu un gourou là-dedans, là, que j'ai suivi 2 sessions de 6 mois avec lui, qui m'a appris beaucoup en studio professionnel. Éric Noël, de Québec à Lac-Saint-Charles, là, qui a son propre studio depuis des années. Puis Éric Noël m'a beaucoup sur l'écoute, sur l'émotion. Vraiment d'écouter ce qu'il y a à réparer. Puis des fois, t'as pas besoin de faire grand-chose pour que ça sonne bien. Faut juste s'adapter avec ce que t'as. Tu sais, la voix qui te vient à toi, puis n'a pas une pareille. Fait que imagine-toi, le plaisir que tu peux avoir, tu sais. Envoie-moi un segment de ta voix. Ça va me faire plaisir. Tu peux pas me faire plus plaisir que de m'offrir ta voix pour que je puisse l'entendre puis de voir ce que je peux faire avec. Mais c'est ça, j'ai l'impression que la fibre du coach, tu l'as déjà en toi depuis longtemps. Oui. Puis, là, t'es devenu coach, c'est assez récent. Là, tu disais, ça fait 1 an et demi. C'est parce que j'ai l'impression que je pense que tu l'as toujours eu en toi. Oui, j'ai tout le temps eu. Mais tu sais, c'était du côté électronique, mais ça s'est transposé vers la voix. Sur ton site web, tu présentes le traitement vocal personnalisé comme une chaîne adaptée à la voix, au micro et à l'environnement. Qu'est-ce que tu mesures puis que tu écoutes en premier pour décider de cette chaîne-là? Moi, j'écoute surtout des bruits de fond. Après ça, si j'entends trop ta pièce, s'il y a trop de réflexion en fin de compte. C'est surtout ça qui est important pour moi. Puis au départ, c'est vraiment de nettoyer tout ce qui peut nuire à ta voix pour pouvoir la faire ressortir avec toutes ses qualités. Parce que souvent, la pièce enlève une profondeur de ta voix. C'est pas nécessairement dû à ta voix, tu comprends? Le monde cherche à forcer sa voix pour rien. Puis moi, c'est ça, moi j'offre le coaching technique. Souvent, j'offre une écoute gratuite pour pouvoir leur dire qu'est-ce qui va pas. Tu sais. Puis après ça, s'il y a une amélioration à faire, là, je fais un coaching technique d'1 heure avec la personne pour pouvoir bien s'installer, lui montrer les techniques d'enregistrement,
qui soit adapté à sa pièce, puis qui soit adapté à son micro, puis à sa voix aussi, surtout. J'offre aussi sur mon site web le traitement personnalisé. Ça, le traitement personnalisé, c'est vraiment d'avoir un rack d'effets où ce qui est ajusté selon ta voix pour tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut améliorer, puis tout ce que tu as à faire, c'est de peser sur un bouton. Tout se fait automatique. T'as pas à recycler à chaque fois selon tes configurations en fin de compte. Fait que ça sauve d'ouvrage, puis ça fait écouter l'oreille par un professionnel comme moi qui est habitué. Puis la personne, après ça, peut avoir confiance en elle et pouvoir faire ses démos, aller chercher ses clients, faire son projet, faire un podcast, faire une diffusion sur YouTube avec une confiance qui est importante, tu sais. Moi, ce que je pense pour transmettre ton message, tu sais. Oui, ça amène une confiance. Moi, j'aurais jamais eu la confiance que j'avais dès le début si je t'avais pas eu. Surtout pour des personnages comme tu fais. Ben, c'est parce que tu le sais pas si ton son il est correct. Tu sais, quand tu commences, là, tu te dis, tu restes tout le temps avec un petit doute. Tu te dis, ben là, ce que je viens d'envoyer, c'est-tu vraiment, ils vont te dire, Tu vois, je fais un mastering aussi en plus, tu sais, un coaching de mastering, parce que justement, c'est pour justement l'envoyer sur des plateformes, comme sur YouTube, ça demande un moins 14 à l'UFS. On appelle ça, c'est l'oreille, c'est le son entendu par l'oreille, en fin de compte. C'est comme un barème qui a été fait pour empêcher ceux qui jouaient trop fort, là, tu sais. Fait que ils ont mis des barèmes à pas dépasser. Fait que si tu enregistres trop fort, puis tu l'envoies sur YouTube, les autres vont te le baisser. Tu sais, puis c'est comme un podcast, tu sais, sur Spotify, c'est à moins 16. Mais si tu enregistres trop fort, ils vont te baisser, là, tu sais. Puis en même temps, ben c'est ça. Puis de faire sortir tout au complet, tu sais, que ça soit vraiment de qualité, là, c'est important. Des fois, c'est des petits ajustements, mais que tu dis, oh, wow! Là, j'aime ça. Puis souvent, ceux que j'ai faits, ils ont pogné des contrats après. Oui. Et parce que tu ressors du lot. Comprends-tu? Ben oui, clairement. Mais c'est ça qui est l'avantage. C'est qu'au début aussi, je trouve que notre oreille est pas encore habituée. Normal. Puis, tu sais, moi, mettons, au début, j'ai fait avec toi l'égalisation. Puis j'étais très satisfaite, là. Puis je me disais, ben ça sonne pro, c'est parfait. Puis tu sais, j'ai roulé là-dessus pendant un certain temps, moi, juste avec mon setup d'égalisation. Moi. Personnellement, je n'étais jamais satisfait. Je jouais tout le temps dessus. Ah ouais? Ah ouais. Ben moi, tu vois, mon oreille était pas habituée parce que je trouvais ça parfait. Ouais. Puis là, finalement, plus j'en faisais, plus ça venait, plus mon oreille s'habituait, plus ça s'aiguisait, puis ça se pointillait. Puis là, plus j'ai dit, ben là, non, là, ça me prend plus que ça. Puis là, c'est là que je suis allée te voir pour la masterisation. Exact. Puis sais-tu, au moment que tu es venu me voir, là, ton interprétation est encore meilleure. Ben oui, ben c'est sûr. Fait que là, moi, j'étais rendu à la crème dans le sens que là, je pouvais vraiment mettre le mastering, puis là, je voyais, là, puis j'ai travaillé pour aller chercher vraiment, là, jusqu'à temps que je sois vraiment satisfait, là. Mais comment dire ça? Je vais chercher plus, comprends-tu? Je rentre dedans au fond, là, puis après ça, je rebaisse un peu. Là, je tombe dans le sweet spot qu'appelle. Oui. Fait que là, je bouge plus. Je dis, wow, là, je l'écoute, là, puis je t'ai émerveillé pendant... Si je t'ai émerveillé pendant 5 minutes, je dis, là, je vais le pogner. Là, c'est ce que je veux. Là, je te l'envoie. Puis là, je sais pas pourquoi, t'aimes ça, fait que j'ai dit... Ben, c'est ça. Puis là, après, ben, ça l'apporte une certaine confiance de dire, là, je sais que ce que j'envoie, c'est du broadcast. Exact. Même je vois une différence dans tes interprétations. C'est niaiseux, hein? Parce qu'il y a plus de confiance, ben oui. Oui. C'est humain, c'est normal, puis souvent je leur dis au monde, c'est quoi tu fais? Je dis, ben j'améliore la voix, puis à quoi ça sert, tu sais? Ben si tu fais un enregistrement, t'aimes-tu ce que t'enregistres? Ben pas tout le temps. Ben moi je peux te le faire aimer encore plus. Parce que c'est pas nécessairement ta voix le problème. C'est pas le micro, c'est vraiment où ce que tu t'enregistres puis la façon que tu t'enregistres. Tu sais, les professionnels qui enregistrent, là, ils se concentrent tellement sur l'enregistrement, là, tu peux pas t'imaginer au centimètre près. Puis rendu après ça au mixage, ben, tout est plus facile. Puis toi, on a travaillé beaucoup sur l'installation, puis on n'était pas satisfait de l'enregistrement, t'en souviens? Ouais. C'était le choix du micro, l'environnement que t'avais. Puis un coup qu'on avait ça, bon, on repart là, on part à zéro, puis on recommence. C'est ça. Ouais. Tu vois que c'est étape par étape, en fin de compte. Ben oui, puis c'est ça, toi, ton écoute
est incroyable, là, comme tu le disais tout à l'heure. T'écoutes exactement c'est quoi le problème pour savoir. Chaque personne ne doit pas avoir les mêmes problèmes. Tu sais, on disait, c'est quoi le diagnostic que tu poses en 5 minutes? J'ai eu des problèmes complètement différents de ce que tu as eu. Oui. Il n'y en a pas une pareille. Pas une pareille. Puis, as-tu remarqué que ton oreille est meilleure maintenant? Ah ben oui. T'accepterais plus rien d'autre. Ben non, puis maintenant c'est mes premières histoires sur ma chaîne que j'ai publiées qui sont pas masterisées. Tu sais là, je peux pas les changer là, mais ça me fait mal quand je les écoute, je me dis oh non. T'en souviens-tu de la première vidéo de mastering qu'on a faite ensemble, puis que t'as fait une vidéo, puis je l'ai masterisée, puis je l'ai diffusée. Le monde capotait de voir la différence. Oui. La différence c'était incroyable, masterisé, ça faisait vraiment comme une publicité de TV ou de radio, là, mais tu avais l'impression d'être là, d'être dans la vidéo avec toi, puis que, tu sais, c'est donc bien passionnant de l'écouter, là, tu sais. On dirait qu'en faisant ça, le mixing puis le mastering de ta voix, ça rend tout encore plus vivant. Là, c'est là que ça devient inoubliable, tu sais. Puis pour ceux qui nous écoutent, là, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu tes templates que tu fais, ceux qui n'ont pas travaillé avec toi encore, à savoir moi, c'est exactement? Que je marche par template dans le sens que, mettons, tu marches avec un tel logiciel. Ça peut être Audacity, ça peut être Adobe ou Studio One, n'importe quel Cubase, tu sais. C'est que moi, je fais, selon ton logiciel, je te fais un template que tu vas pouvoir réutiliser à chaque fois, puis que tout ton rack d'effets va être là. Tout ce que tu auras à faire, c'est appliquer. Ça se fait automatique. Puis en même temps, moi, en faisant un template, je le garde toujours en banque. Fait que si tu me reviens me voir dans quelques mois ou dans 1 an, ben j'ai encore ton template. Puis tu m'envoies un enregistrement que tu fais présentement. Tu peux avoir changé de micro, tu peux avoir changé d'environnement, tu as déménagé. Alors, on réajuste tout ça. Puis des fois, j'ai encore ta voix, mais t'es encore meilleure ta voix. Puis ton environnement est peut-être encore meilleur. Fait que là, le rack d'effets se réajuste. Puis tu sais, c'est ça l'avantage d'un template, c'est que c'est ça, c'est la vitesse d'exécution. Tout est dans chaque petit détail, en fin de compte. C'est ça, moi je suis habitué, je fais ça vite, je suis habitué, là. Mais une personne qui est pas habituée, ben, il n'y a pas à se casser la tête avec moi. Il envoie ça, puis moi, je m'occupe de tout. Puis moi, ça me fait un plaisir énorme là, de pouvoir tout faire ça. Puis après ça, j'envoie ça, le template par courriel. Il installe ça dans son logiciel, puis bingo, c'est fait. On fait un petit entretien Google Meet, puis... c'est clé en main. C'est clé en main, exactement ça. Clé en main. C'est vraiment le mot à dire. Puis moi, j'appelle ça un traitement personnalisé, c'est parce que c'est personnalisé à toi. Pas à personne d'autre. Tu sais, je prendrais pas le même rack pour l'autre. Ben non. C'est complètement selon l'environnement, selon le micro, selon la timbre de voix, selon... Puis des fois, je fais affaire avec du monde qui connaissent ça. Qui connaissent comme... j'ai un de mes clients que lui, il est avec Studio One, puis il connaît ça. Mais tu sais, on peut parler pendant 2 heures de temps, je lui en apprends, là, tu sais. Tu sais, puis il est content, parce que lui, ça le passionne aussi. Mais il pensait pas rendre sa voix encore meilleure que ça. Ben, tu vois, quand tu fais affaire avec quelqu'un qui peut améliorer, ben tant mieux. Puis si je l'améliore pas, je vais être franc, je vais lui dire, je peux pas faire mieux, t'as pas l'endroit pour faire un bon enregistrement ou t'as pas la bonne technique. Tu sais, je vais être franc avec lui, tu sais, je ferai pas à craindre qu'un enregistrement pourri va faire un bel enregistrement, non. C'est toute part de l'enregistrement, en fin de compte. C'est important. Vous entendre à des places, je me dis, tabarouette, c'est-tu le fun? J'ai l'impression d'avoir participé à un grand projet. C'est clair. Ben, t'as participé à quelque chose. Tu participes encore aujourd'hui activement à plusieurs réalisations de rêves, changements de vie. Des rêves, ça se réalise avec plusieurs générosités de plusieurs personnes. François de Rosalie, mais surtout de Yves Amiotte, qui a créé l'Académie de voix off Home Studio, là. Ça l'a réalisé plusieurs rêves. Ben, c'est quoi? C'est grâce à sa générosité. Avant de conclure, Gérald, comme tu le sais, je pose toujours ma petite question signature à toutes les invités du podcast. Donc, dis-moi au niveau technique, derrière la voix, qu'est-ce qu'on ne voit pas, mais qui fait toute la différence? Pour moi, qui fait toute la différence, c'est l'écoute technique.
c'est mon côté à moi, là. Mm-hmm. On peut dire bien des choses aussi, mais ça fait partie vraiment de la voix. C'est l'écoute technique. L'écoute technique, c'est comment dire, c'est corriger ce qui peut être corrigé par l'environnement où ce que tu enregistres, puis en fin de compte, l'installation, la façon que tu t'enregistres, puis ça, pour moi, l'écoute, c'est ça. L'écoute, c'est une écoute personnalisée parce que chaque voix est différente. Puis je pense que c'est ça qui apporte le plaisir là-dedans, c'est de pouvoir faire ressortir le meilleur de la voix. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'avec une écoute attentive, ça peut vraiment faire la différence entre une voix off fade et une voix off professionnelle. Ouais. Vraiment. Tu sais, on a 5 sens, hein. On a les oreilles, les yeux, l'odeur, tout ça, mais les oreilles, c'est plus important qu'on pense. C'est un sens pour moi qui est très important pour vraiment faire une qualité de voix off professionnelle, là. Mm-hmm. Ouais. Super intéressant, Gérald. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir raconté ton parcours qui t'a amené jusqu'à... Ah, ben c'est ma passion de la voix, hein. C'est comme toi, j'ai vraiment une passion parce que sans ça, si j'aurais pas de passion, je serais pas là, mais... Ça paraît, puis tu la transmets aussi, ta passion. Ben merci, Gérald. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté Derrière la voix. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre la réalité du métier de la voix off et que vous souhaitez passer à l'action, vous trouverez en description le guide gratuit de Gérald pour apprendre à enregistrer votre voix facilement. Et si votre objectif est d'en faire un véritable métier, vous trouverez également le lien vers la masterclass gratuite de l'Académie Voix Off Home Studio. Une première étape pour comprendre comment se former sérieusement et structurer son projet. Pensez à vous abonner pour découvrir encore plus de coulisses, de conseils concrets et de parcours inspirants avec de nouveaux professionnels du milieu. À très bientôt pour un nouvel épisode de Derrière la voix.